En vous remerciant d'être venu ce soir, comme, comment dirais-je, nous ne faisons jamais de présentation formelle de nos invités, et que le plus souvent nous nous chargeons de les présenter, ou parfois certains acolytes bien informés vont s'en charger, et j'ai songé évidemment à notre régional corse de l'étape, à savoir Dominique Pagani, qui va donc se charger de présenter Dominique Memmi et d'introduire l'ouvrage qu'elle est venue nous présenter elle-même. Et ben voilà, c'était pas prévu. Je comptais me fondre dans le public. Merci beaucoup. Enfin, je suis très honoré de faire ça. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Oui, merci. En tout cas, je suis très heureux d'abord de présenter, pardon de commencer par le livre, non pas par l'auteur, mais je regrette que, effectivement, que notre marquis ne puisse pas être parmi nous, parce que c'est un grand africaniste, blague à part, et il connaît particulièrement bien, comme tu le sais, la République centrafricaine. Il était justement aux époques concernées. Voilà, moi, j'avais des raisons surdéterminées pour faire pédant d'être emballé par le livre, parce que je suis au moins doublement concerné à cause de mon parcours africain. Je rappelle qu'un autre Dominique aussi est un vieil africain, ivoirien, à ma connaissance. Et brièvement centrafricain. Voilà, et puis avec une mère ajaxienne, ça faisait vraiment, sans compter nos traditions ultramarines, une tradition insulaire ultramarine à l'époque où il valait mieux, quand il n'y avait pas encore le tourisme, et qu'il fallait fuir et la misère et les vendettas, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Soit à Marseille, soit quand c'était plus grave, jusqu'à Saigon, quoi. Ou à Bangui. Ouais, bon, oui. Voilà. Et j'ai trouvé que le sujet déjà était d'abord incroyable, et avec tout ce que ça comporte de merveilleux, enfin, presque de miraculeux, au double sens de merveille et d'exception. Hein. C'est quand même pas banal comme histoire. Et en même temps, ça c'est pour le sujet, mais alors le traitement qu'en fait Dominique fait dire ça. Je ne sais pas si je suis un peu maniaque des problèmes de genre. Je ne sais pas si ça se réduit au seul genre roman. Bien sûr, ça s'y intègre très bien, mais ça le déborde en même temps. Il y a un côté biographie multiple. Les personnages sont très présents, je veux dire, et pourtant ça a l'air d'être une histoire qui appartient au passé maintenant. Donc voilà. Surtout que Dominique a déjà... comment il faut dire, il ne faut pas être sexy, il ne faut pas être mufle, qu'est-ce qu'il faut dire, Faut pas être corse. Si, en Corse on peut être tout ça, c'est pas... Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Pardon pour les Corses, excusez-moi. Non, je veux dire, elle a déjà une épaisseur temporelle comme auteur. De nombreuses publications, et dont pas mal, et j'y tiens beaucoup dans le rayon jeunesse.
ayant moi-même été à l'école primaire en Afrique, ayant eu des Africains comme camarades de classe, comme instituteur, puis comme élève, vous voyez, je suis très sensible à la dimension de merveilleux et la coloration de merveilleux qui est impliquée et dans le sujet et dans le traitement qu'en fait Dominique. Voilà. Je veux pas, c'est pas à moi de parler ce soir, hein. Mais ça m'ennuie beaucoup de prendre la place de Dominique. Je suis venu pour l'entendre, ça tombe pas bien. Mais voilà, donc j'ai déjà oublié votre prénom. Je vous ai dit que je suis un mufle sur les bords. Béatrice. Béatrice, voilà. Et peut-être Béatrice a quelque chose aussi à dire en préliminaire, en préambule. Moi, je suis juste la voix de Dominique ce soir qui, tenant à préserver la discrétion de l'écrivain, a une extinction de voix. Donc, je me fais juste... C'est quel acte manque. Je suis juste le haut-parleur. Bon, je ne veux pas résumer le sujet, on est d'accord, hein. Non, avant que Béatrice nous dise, déjà, je vous remercie d'être venue, d'écouter, d'avoir envie d'écouter cette histoire, et en tout cas de la lire, j'espère. Ce qui m'a intéressée, outre l'histoire romanesque de cette fanfare qui quitte une île, la Corse, pour atteindre la Centrafrique en 78, donc c'est déjà une époque, ce sont des gamins des quartiers populaires d'Ajaccio. Donc ce qui était intéressant pour moi, outre cette épopée de la fanfare qui traverse l'île pour rejoindre ce continent noir, c'était mettre aussi, parler de ce petit peuple d'Ajaccio, de ce petit peuple de l'île, parce que souvent, enfin je trouvais que souvent, le personnage corse par excellence, dans beaucoup de romans, c'est le voyou, c'est le sale gosse, c'est le sale type, et ce sont des sales histoires. Voilà, j'aurais très bien pu le faire, parce que je suis issue d'une famille assez au passé violent, donc j'aurais pu vraiment, j'avais la facilité, j'avais vraiment le matériau pour, hein. C'était facile, c'est familial, mais ce qui m'a intéressée, c'était justement, je voulais dire qu'en Corse, il n'y a pas que ça, et qu'il y a des tas de gens qui vivent des histoires notamment de ces gamins des quartiers populaires, parce que moi je viens d'un milieu modeste, et ce qui m'intéressait, c'était de parler de ces gamins-là, des fils de pêcheurs, des fils de bergers, des filles du quartier du Borg. Voilà, ces gens-là, ils ont une existence, et ce qui m'intéressait, c'était de permettre qu'ils existent. Ils ont existé, et ils existent encore, et je pense que c'était intéressant d'en parler et de les mettre en avant. Voilà ce que je peux dire déjà. Et ensuite, j'aimerais bien que Béatrice lise et qu'on parle. Je profite peut-être de la pause, puisque tu as ouvert la soirée sur cette considération sociale, sociologique, humaine surtout, hein. Je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, et ceux qui sont à la gentillesse de se déplacer, et puis ceux qui vont voir cette captation, puisque tu parles du petit peuple d'Ajaccio, dont on ne parle pratiquement jamais. Au contraire, moi qui suis un métis, c'est-à-dire qui ai un père bastien et une mère ajaxienne, j'ai toujours entendu, au contraire, la dichotomie. Hein, Bastia, c'est gens sérieux, il y a l'Italie en face, on bosse, on n'est pas aussi beau qu'à Ajaccio, mais enfin, on travaille, bon, je dis l'imagerie, hein. À Ajaccio, on est beau gosse, c'est vrai que côté de ma mère, c'est beau. J'ai compris 3 pièces au café avec les copains, on tape le carton pendant que la femme et les enfants crèvent de faim à la maison. C'est l'imagerie. J'espère que je froisse personne. Bon, c'est pas si simple. Et puis voilà que c'est vrai qu'Ajaccio, ceux qui font parler d'eux aiment bien frimer. Mais il y a tout ce petit peuple qui frime pas du tout. Et si je reprends la parole, c'est pour rappeler à ceux qui ne savent pas que la dernière épidémie de peste, je dis bien de peste, qu'il y a eu en France, non, je ne parle pas du Moyen-Âge, je ne parle pas de la grande peste qui fait qu'en Corse, après, il ne restait plus qu'un tiers de notre population. Hein. Mais là, elle n'est pas la seule à l'époque. Je parle de 1946 à Ajaccio.
À Ajaccio, il y a eu la dernière épidémie. Bon, il y avait pas mal de bateaux avec des militaires venant un peu de partout. Hein. Des troupes coloniales, etc. Mais comme ça montrait, c'était l'époque où il n'y avait pas le tout à l'égout, c'était dans les cours que se faisaient les tinettes. Bon, je ne veux pas être voyeur, mais je veux dire, c'est bien de parler de ce petit peuple dont on ne parle jamais. Parce que j'ai été frappé dans le livre par une attention à tout ce qui était pour eux fabuleusement nouveau dans le déplacement à Bangui, qui ne pouvait venir que de cette provenance sociale. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content que tu me confirmes que j'ai senti cette vibration. Là, voilà. J'ai connu la rue Fèche à l'époque, parce que c'est un des rares moments où j'ai habité à Ajaccio, où j'étais tout petit. Et c'était une époque où il y avait, c'était pas comme maintenant, hein, il y avait encore de la misère. Voilà. Pas du malheur, mais de la misère. Oui, voilà, pas du malheur, mais de la misère, exactement. Donc là, ce serait peut-être intéressant que Béatrice... Tu veux que je lise sans, le début, mais sans présentation, comme ça? Oui, c'est vraiment le personnage principal. Donc on va débuter, c'est Linky Pete. Voilà. Donc c'est là on débute et ensuite on reprendra. Donc elle est issue de ce petit peuple, donc on va vite le comprendre. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours pensé être à la parade. En famille, avec ma mère, mon frère et mon père, à l'école, avec les professeurs et les élèves, avec les gens de mon quartier du Borgo, et bien sûr, avec tous ceux de la fanfare. Être à la parade, c'est aussi regarder la vie sur la pointe des pieds. On a une vue imprenable sur un tas de choses. On est à l'avant-poste du monde. On peut voir l'harmonie secrète entre toutes ces choses et toutes ces personnes qui défilent sur Terre. Pour moi, c'est du grand spectacle. Le jour où ma mère est morte, la parade était à son comble. Les voisines ont fait une comédie de l'autre monde. Mon père était dévasté. Mon frère voulait monter à l'hôpital pour tout casser. Ça criait dans tous les sens. Moi, j'étais comme à l'Empire. Petite note, c'est le cinéma d'Ajaccio. Au moment où le rideau rouge s'écarte et que le film commence. Comme séparée de la scène, je les observais, attentive à la moindre parole en corse, en sarde ou en français, et au moindre de leurs gestes. J'aimais ma mère plus que tout. Je l'aimais aussi follement ce jour-là, car, pour une fois, elle était la reine du spectacle. C'était elle, de l'autre côté, qui menait la parade. Elle devait être vachement contente, maman, de tout foutre en l'air. Elle devait s'amuser comme une folle, à tous les rendre fous. Sa mort est arrivée avec une force phénoménale, comme si tout à coup un barrage venait de se rompre et emportait tout sur son passage. En quelques heures, tout était détruit. Ça, c'était vraiment l'événement de ma vie. Alors, c'est donc le personnage principal, puisque c'est elle qui raconte l'histoire. C'est notre majorette. Et comme on le voit, pour reparler encore de ce petit peuple, le quartier de la rue Fèche, le quartier du Borgo, c'était le quartier des pêcheurs et des corailleurs. Il existe encore une bâtisse qui est vraiment typique, qui a une architecture particulière, et c'était le quartier où vivaient les corailleurs. Et donc elle dit bien qu'il y a un mélange de langues aussi, c'est-à-dire qu'on parle sarde parce qu'il y avait une grande immigration sarde à l'époque, on parle français parce qu'on est français, et on parle corse aussi parce qu'évidemment on est aussi corse, donc tout ça se mélange, et tout ça c'est une sorte un peu de tour de Babel. Et on va retrouver cette tour de Babel en Afrique. Donc voilà. Alors là, pour le deuxième passage, on n'est pas en Afrique, hein. On est aux Salines. Voilà. Alors là, on est dans un quartier, donc on traverse ces quartiers populaires. On est d'abord en centre-ville, ce quartier des pêcheurs, et là,
le passage que va lire Béatrice, c'est un nouveau quartier, c'est-à-dire on est dans les années 78, je dirais c'est la banlieue proche d'Ajaccio, les premières tours, la tour des Salines qui existe toujours, les premières grandes tours. Et là, c'est une personne qui vit dans la tour des Salines. Donc c'est une maman, le tambour-major va rendre visite à une maman qui est la mère d'un des musiciens et qui sera un des personnages aussi importants de la fanfare. « 12 jours plus tard, au 6e étage de la tour des Salines, là où habite la famille Casanova, François est cloué au lit. Depuis une semaine, de fortes fièvres et de fréquents vomissements ont eu raison de sa santé. Le jeune homme est livide. Il a perdu du poids et peine à marcher, ne serait-ce que pour se rendre aux toilettes. Il fait peine à voir. Il dort la plupart du temps, et lorsque les accès de fièvre le laissent en paix, il répète toujours les mêmes mots. « Je veux partir » ou « J'ai soif ». Madame Casanova est sans dessus-dessous. Elle maudit tous les saints et crie en sarde à qui veut l'entendre que ces gens de la fanfare ont voulu tuer son fils. Que cette musique est une manifestation du diable et qu'elle n'a même pas réussi à lui faire enlever l'œil, tellement le petit, il l'a fort. 3 fois les gouttes d'huile sont tombées et se sont élargies dans l'eau. Francesca bâillait. Jamais elle n'avait vu ça. Malgré ses incantations, elle devra recommencer. C'est dire combien le petit est anoutier, c'est-à-dire qu'il a le mauvais œil. Ange, son mari, est parti sur les routes ce matin, sans même boire un café au lait. La famille entière est maudite, et Dieu sait encore ce qui les attend. Maraninki a fait le déplacement jusqu'à leur domicile, dépassé le col du Monoprix, pris l'autobus et rejoint la nouvelle ville vers le nord. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a rejoint ces nouveaux quartiers, mais il faut faire taire Madame Casanova, qui se répand en méchanceté et en rumeurs abracadabrantes, qui risquent de compromettre le voyage de la fanfare. Aussi, il est venu personne pour la tranquilliser. Prenant un ton paternaliste, les mains croisées sur son gros ventre, il s'est adressé à elle en corse. « Oh, Madame Casanova, calmatevi !»« Comment calmatevi? Vous l'avez vu, le petit? On ne voit que son nez !» Et comme pour marquer son désaccord, sans même lui offrir une chaise pour s'asseoir, elle a poursuivi en français. « Votre maudite fanfare, il n'y a que ça qui compte. Ah, il sera beau votre voyage s'il démarre au pied du lit d'un mourant. Ah, vous n'avez que ça en tête, hein? Le voyage, le grand voyage, l'Afrique. Et pourquoi? On vous empêche peut-être de défiler ici. Mais c'est une réaction au vaccin de la fièvre jaune. Le docteur vous l'a bien dit. Écoutez-moi, je vous promets que dans 2 jours, allez, disons 3, le petit, il est sur pied. Et il souffle comme un damné dans sa clarinette. Cet instrument de malheur, je ne veux même plus l'entendre. Et cette fièvre jaune chez les Noirs, vous trouvez pas ça bizarre? Comment c'est possible ça, hein? Maranine qui resta bouche bée et ignora la question. Mais puisque je vous dis qu'il sera sur pied dans 2 jours, et moi je vous dis que le petit ne partira pas, clarinette ou pas? Tout à coup, François avait poussé un grognement plaintif qui avait ému sa mère et encouragé le tambour-major. Vous voyez, je suis sûre que la fièvre tombe. Je veux partir, maman. Porca miseria! S'était alors exclamé Madame Casanova, le visage tragique, les mains au ciel. Ce petit, il aura ma peau. Vous savez, avait murmuré Maraninki d'un air conspirateur, c'est un événement historique. Et votre François est invité. Sa clarinette brillera dans le ciel africain, vous vous rendez compte? Seigneur Jésus, aperçu cap. Il a perdu la tête. Et sans même le saluer, Madame Casanova l'avait raccompagné jusqu'à la porte tout en continuant à maugréer. Entre 2 jurons sardes et corses, on l'entendait clairement prononcer le mot « Afrique », comme si elle essayait de l'apprivoiser, de le rendre familier, parce qu'il faut bien se l'avouer, elle n'aurait pas le cœur d'empêcher son François d'y aller. Dans sa famille, c'était un destin. Les hommes aimaient partir. Son père avait quitté la Sardaigne pour venir ici, se faire traiter de mangialupini, c'est ceux qui mangent les lupins, donc c'est un signe de pauvreté, hein, en Sardaigne comme en Italie, et trimer pour faire vivre les siens. Il avait participé à l'élargissement des routes, ces mêmes routes qu'allait emprunter quelques années plus tard le camion de son mari. Aujourd'hui, c'était au tour de François de partir,
Si seulement la Sainte Vierge et le bon Dieu réunis lui permettaient de se remettre de ce fichu vaccin. Donc ce passage, il est important, je l'ai souligné, il est important pour plusieurs raisons. Déjà parce que, alors François, il est issu de l'immigration sarde, on l'a compris. Donc les Sardes étaient dans des quartiers d'abord à l'extérieur de la ville, ensuite plus en centre-ville. Et ce qui est important aussi, c'est ce rituel de l'Otio. Et c'est dans ce rituel qui existe encore. Pour tout vous dire, quand ma fille qui a 22 ans ne va pas très bien, ou elle a des petits coups de blues, elle m'appelle, elle me dit: maman, est-ce que tu peux appeler grand-mère pour qu'elle me fasse faire l'autre? Vous voyez, c'est resté encore, c'est très prégnant. On est en 78, on est en 2020, c'est encore très prégnant. Voilà, Béatrice. Je connais. C'est quoi alors ce luch là? L'otio, alors c'est l'œil, le mauvais œil. Ah oui, oui, le mauvais œil. Voilà, et donc le rituel, ce sont des prières. Voilà, il faut. Mais c'est au sens propre aussi, hein. C'est dans on l'œil, éloigne. il y a des yeux, Voilà, on éloigne le mauvais des œil. oculus. Voilà, exactement, avec un rituel d'eau dans laquelle on fait tomber de l'huile, et selon l'huile, selon la forme que prend l'huile, la personne a ou n'a pas l'œil, et la personne baille. Bon, Et ce qui est... Elle baille parce que alors, si elle baille, c'est bon signe, c'est que le démon sort par sa bouche. Donc le mal s'en va. Paraît-il. Donc ce qui était intéressant aussi, pourquoi j'ai parlé aussi de ce rituel, parce que on va se rendre compte que finalement, en Afrique, pour eux, l'Afrique c'est quelque chose de complètement insolite, inédit, mais en définitive, ils vont être très proches des Africains et des rituels africains. Surtout en Centrafrique. Surtout en Ça m'a Centrafrique. frappé dans le livre, ce va-et-vient. Voilà, c'est un va-et-vient qui va être permanent. Et eux ne s'en rendent pas compte, évidemment. Eux imaginent qu'ils sont, voilà, même si c'est un petit peuple, ils s'imaginent quand même qu'ils sont, Ils sont sauvages. blancs, qu'ils vont chez les sauvages, ils n'ont jamais vu un noir de leur vie. Et vous verrez plus tard, ce qui était intéressant et ce qui est drôle, c'est que souvent, les Noirs qui vont à l'université ont une langue, un français très très châtié. Ils pensent découvrir finalement les descendants de Victor Hugo, mais les descendants de Victor Hugo, c'est les descendants des quartiers des Salines et qui parlent un mélange très, très approximatif, où ils mélangent le français, le sarde. Donc il va y avoir une sorte de confrontation insolite et étonnante. Et donc le tambour-major là vient parce que cette mer, finalement, c'était pour l'époque, il faut imaginer, un voyage complètement... historique, oui, c'est historique que des gamins soient invités par un empereur. La caravelle impériale va venir les chercher. C'est-à-dire que Bokassa va envoyer la caravelle pour venir chercher ces gamins des quartiers populaires. Qui amenait régulièrement Giscard, entre parenthèses. Donc c'est quand même Africain. l'événement de la ville et de l'île. C'est quand même quelque chose d'incroyable qu'ils vont vivre et qu'on leur permet de vivre. Donc là, la caravelle, plus ensuite tout ce qui va se passer en Afrique, ils sont considérés comme les descendants de Napoléon. Parce qu'évidemment, Bokassa était persuadé qu'il était une sorte de réincarnation de Napoléon. Enfin, il avait un grand amour pour Napoléon. Et ces gamins qui sont pas du tout... ils ne se sentent pas investis par le destin napoléonien, hein, pas du tout. Eh bien, eux, ils vont être considérés comme les petits-fils, des descendants de Napoléon. Donc, c'est assez... drôle et rocambolesque. Donc là, le prochain passage... Enfin, je ne sais pas... Oui, je t'écoute, si, mais je suis en Béatrice, train de t'écouter, donc. si vous voulez... intervenir. Non, après, enfin, D'accord, on pourra d'accord. peut-être, Je peux intercaler, parce que Oui, c'est oui. pareil, c'est pour nos amis, hein, Bien sûr. qui ne sont pas au courant de tout.
je rebondis sur trois choses, ce que tu viens de dire. L'excellent parler français de certains Africains, les sardes, ça a l'air d'avoir aucun rapport, et ce qu'on voit dès le passage dans la tour, là, je veux dire, au 6e étage, ce qui en ressort. Alors, pour ce qui est des Africains, je raconte simplement une histoire, et il faut être idiot pour inventer des choses en Afrique, en Corse aussi, hein. Il suffit de la réalité. Mais je suis au Burkina, j'ai 3 jours à passer de mission pour le compte d'Hachette manuel scolaire, je concevais avec les pédagogues burkinabés, ou bref, c'est pas là pour raconter ma vie, et je vais à UTA, il y avait encore la compagnie UTA, avant Air France, en France rachète tout ça, et pour confirmer mon billet, pour être sûr de bien partir pour les 3 prochains jours à Bamako, et ainsi de suite. Et je lui ai dit au type, là, un burkinabé assez élégant, je lui ai dit, Bakary, pardon, mais il faut, pardon, ça veut dire s'il vous plaît, hein, là-bas, en français d'Afrique, il faut bien me mettre le sticker dessus, hein. Pas me faire comme au Nigeria, où on dit que je suis OK, puis en fait, je suis débarqué. Mais monsieur Pagani, il n'y a aucun problème, nous vous connaissons, rentrez à votre hôtel. J'illustre. Mais si d'aventure coup férissait, je ne manquerai pas de vous appeler, j'ai votre numéro. Pardon, c'était la première fois que j'entendais le verbe férir à une forme conjuguée. Mais si d'aventure coup férissait, je ne manquerai pas de vous rappeler à votre hôtel. Voilà pour le. C'est bon. Alors j'imagine le petit Ajaxien avec son mélange de sarde, comme tu as très bien dit. Extraordinaire comme histoire. Bon, tu ne peux pas l'inventer, ça continue qui invente ça. Et les sardes, j'ai un souvenir de ma tante qui disait, j'ai rencontré un sarde, ma tante Doletta, un immigré au Tintaccio, comme on dit chez nous, le pauvre petit. Il avait en bandoulière un sac, comme ça, un sac de peau dans lequel il y avait du fromage à manger pour un mois, du vieux fromage. Voilà. Vous vous rendez compte, pour être immigrant sarde en Corse, vous voyez, c'est un peu comme les Espagnols là, des années 30 qui allaient immigrer à Oran en Algérie, vous voyez. Pour eux, c'était l'Amérique déjà. Hein. Voilà. Pour rappeler la misère qu'il y avait aussi dans certaines couches d'immigration en Corse. Et alors, j'en arrive au plus important, c'est la manière dont tu fais parler ces personnages et tu exprimes leurs réactions, comme la manière, par exemple, dont elles répètent le mot Afrique en raccompagnant l'autre à la porte. Ça a l'air de rien. Mais c'est un sujet qui se prêtait particulièrement, il me semble, pas à la caricature, mais à la drôlerie. Oui. Et il y a des choses drôles hein, dans l'ouvrage, mais au sens un peu réducteur du terme. Et on sent un amour à chaque ligne. J'étais bouleversé par ce côté-là du livre. Voilà. Et c'est une grande réussite, c'est que c'est des gens de chair et d'os. Alors, le prochain passage, c'est donc Mathilde, notre héroïne, qui a perdu sa mère au début, qui est la majorette. Donc, ils sont déjà arrivés en Afrique, ils ont vécu beaucoup de choses. Et il y a une histoire d'amour avec un Africain. Et le regard de ses compagnons qui lui disent « mais tu es blanche » et lui il est noir. Et elle va avoir une réflexion, et c'est ce passage-là, la réflexion qu'elle se fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de passages en Italie quand Mathilde prend la parole, parce que c'est vraiment la pensée de Mathilde. Je n'ai jamais pensé que j'étais blanche. Est-ce qu'on pense à la couleur de son estomac ou de son foie? Et puis franchement, entouré de blanc, c'est difficile d'imaginer autre chose que le blanc. Pour la première fois de ma vie, je me vois blanche. Je me vois blanche, mais je ne peux pas y croire. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Je ne sais pas si Antonella se voit blanche depuis qu'on est arrivé. Je ne lui ai pas posé la question. D'ailleurs, je pense qu'elle s'en moque. Je ne crois pas non plus qu'on se voit noir avant d'avoir vu des blancs. Il faudrait peut-être que j'arrive à poser la question à ce prince. J'entends les moustiques qui rôdent et dansent dans l'air chaud. Je me dis que ces minuscules vampires ne font aucune différence de peau. Ils s'autorisent le blanc comme le noir.
pourvu qu'il soit gorgé de sang et de vie. Est-ce qu'on se voit? Et je me suis mise à la place de Mathilde. Évidemment, là, pour le coup, je me suis dit, mais est-ce que je me sens blanche? Et effectivement, je me suis dit, finalement, être blanche, c'est quoi? On ne peut se dire blanche que parce que en face, il y a une autre couleur. Sinon, on ne enfin, cette réflexion sur être blanc ou être noir, je pense qu'elle est possible que si il y a une autre couleur qui est en regard de la nôtre. Sinon, voilà. Qu'est-ce qui est blanc en nous? Qu'est-ce qui est noir en nous? Enfin, peut-être que Dominique, là, toi qui as vécu en Afrique... On est en philosophie, longtemps, là. Hein. Voilà, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est Quand noir on précise en nous? une détermination, ça s'appelle comme ça, blanc, noir, Oui, c'est toujours par opposition. c'est toujours par opposition. Voilà, C'est clair, ce qui- si on dit je vous garantis que ce sont des fleurs naturelles, c'est parce qu'il existe des fleurs artificielles. Exactement. Sinon, on n'a pas besoin de préciser que c'est naturel. C'est la démarche de Mathilde. Pardon, si je jette une pierre dans le jardin d'une Non, certaine non, écologie. je sais. Donc c'est cette démarche qu'a Mathilde qui est confrontée elle aussi à l'Afrique, mais qui, à l'inverse de certains de ses camarades, a ce désir que souvent ont les insulaires. Elle a une grande curiosité de l'extérieur, notre Mathilde. Elle a quel âge à peu près? Mathilde, elle a 16 ans. D'accord. Et elle a cette grande curiosité de l'extérieur. Mathilde, elle se sent enfermée dans l'île. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti enfant. Je me souviens une anecdote. J'avais quitté la maison à 10 ans. J'avais pris un petit sac. J'avais mis deux stylos, une règle, un double décimètre. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'allais mesurer? J'allais mesurer le monde. Et j'ai dû faire quelques pâtés de maison. Et puis je me suis dit que bon, mon grand voyage, c'était peut-être un peu... Mais voilà, c'est vraiment... elle a cette curiosité des insulaires qui se sentent enfermés dans l'île et elle veut découvrir. Elle veut découvrir l'Afrique, elle arrive en Afrique. C'est inespéré ce voyage. Elle voulait rejoindre Marseille, elle voulait rejoindre une tante à Marseille et arrive ce voyage en Afrique. Pour elle, c'est inouï, c'est le cadeau extraordinaire. Donc elle arrive en Afrique, elle veut goûter la cuisine africaine, elle veut rencontrer des Africains, à tel point qu'elle va tomber amoureuse d'un Africain. Donc, et effectivement, cette curiosité, elle est obligée de se poser cette question, mais ce sont les autres qui l'obligent à se poser la question de la couleur de la peau, la couleur de sa peau. C'est toujours les autres. Il y a aussi un... Enfin, c'est pas un roman, mais c'est un album que j'ai écrit pour les enfants, qui est l'histoire d'un petit acarien qu'on va déménager de sa moquette parce que l'enfant est allergique et la petite dit à sa mère non mais je veux garder la moquette me plaît, etc. Et la mère lui dit non mais tu es allergique aux acariens. Et d'ailleurs elle dit qu'est-ce que c'est un acarien, et la maman sort une image d'un acarien, elle dit voilà c'est ça un acarien, c'est monstrueux un acarien. Et les acariens regardent l'image et disent, il y a toute la petite famille des acariens qui regardent l'image, la mère, le père, ils disent mais qu'est-ce que c'est ce monstre? Mais je ne ressemble pas du tout à ce monstre. Et le petit dit à sa mère, mais non, mais tu es la plus jolie des mamans acariens. Et voilà. Et c'est vraiment ce regard-là, ce regard de l'autre. Et elle est blanche parce qu'on la regarde blanche, mais sinon elle ne s'est jamais posé la question qu'elle était blanche. Il y a eu, je ne sais pas si je peux intervenir ou pas, mais aux États-Unis, ils ont fait des petites expériences comme ça avec des enfants et on voit deux enfants qui sont deux couleurs différentes. Alors, quelle est la différence entre toi? Ah, mais lui, il aime la salade, moi, j'aime pas la salade. Elle aime si, et il ne voit pas Mais les oui. couleurs. Mais tout est Mais différent c'était sauf la couleur. un âge différent. Elles sont à peu près Plus 8 petits. ans. Ouais, Voilà. ils voient pas les Mais couleurs. ils sont pas du tout Ça dans le ne truc. montre pas. C'est Non. ah ben oui, elle, je sais pas, enfin n'importe quoi. Des baskets mais roses. tout, mais et- tout, Oui. rien, Oui. voilà. Voilà. Oui. C'est C'est très vrai. frappant. Alors ça, je suis très surprise moi Très aussi par ça. frappant. J'ai deux enfants de 4 et 7 ans. Et ça fait plusieurs fois que je constate, quand ils me parlent de copains de l'école ou d'intervenants dans l'école, qui vont tout me dire sur cette personne, Oui, sauf que, oui. mais pas la couleur de la Parce peau. que ça les... Oui. Et donc l'autre fois, ils se disputaient pour dire que leur prof de musique qui intervenait dans leurs deux écoles, ils étaient persuadés que c'était pas le même. Et
tous les éléments qu'il donnait étaient évidemment concouraient pour dire que c'était la même personne, mais à aucun moment ils n'ont pensé à dire qu'en fait il était de couleur noire. Et je l'ai su bien après parce que mon petit qui a 4 ans, à un moment donné, il m'a dit Victor, il a le visage marron. Il dit ça comme ça. Et j'ai posé la question à son frère, j'ai dit toi aussi, il a le visage marron, ton prof Dominique? Oui. J'ai dit mais donc vous voyez bien que c'est le même, enfin même cet élément-là concourt. Mais eux jamais ne vont. Voilà. Oui, c'est très frappant. Jamais. Ça ne compte C'est pas. vraiment un truc d'adulte, c'est pas. Ouais. C'est pas seulement un truc d'adulte, c'est surtout parce que la couleur de peau, j'en parle d'expérience puisque je suis fils de colonial et je suis quasiment né à Abidjan. La couleur de peau, dans des contextes bien particuliers, mais évidemment pas ceux qu'on vient de citer, est un déterminant social. Le noir est pauvre. C'est un autre milieu. Quand on est dans les contextes que vous évoquez, évidemment, cette détermination ne joue pas, en tout cas pas pour les enfants. En revanche, comme c'est d'abord et avant tout dans beaucoup d'endroits, y compris dans la période coloniale, mais même au-delà, ou dans d'autres endroits où la question se pose, je sais par expérience, le fait qu'il soit noir ou blanc va être pris en compte parce qu'il évoque des distinctions sociales qui sont, dès l'enfance, qui sont marquées culturellement pour les enfants eux-mêmes, liées au mode de vie, etc. Donc, mais c'est vrai que sans ça, évidemment, ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement l'âge, c'est pas une question d'âge. Oui, je comprends. Mais il est quand même clair que pour les jeunes enfants, ça ne compte pas. C'est invisible. Naturellement, bien sûr, ça n'a pas d'importance. Mais elle sort de l'enfance. Justement, je repense aux réflexions au pluriel de Mathilde. Parce que c'est un passage superbe. Il y a exactement l'inverse, c'est-à-dire on vient de parler de ce que les enfants ne voient pas. Maintenant, de ce que la différence non pas de race, c'est pas ça qui m'intéresse, mais la différence de monde, lorsque l'enfant est au contact d'un monde qui n'est pas celui des parents, c'était le cas pour ton enfance ou de la mienne, ce que tout d'un coup on a appris de cette différence. Je me rappelle que j'étais extrêmement réactionnaire, comme souvent les enfants qui sont encore plus que les parents, vous voyez ce que je veux dire. Je disais aux boys, nous vous avons apporté, surtout moi, des écoles, des hôpitaux, j'avais 8 ans dans la cuisine, j'étais bien plus agréable. Tu dis le boy, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est le domestique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et le bon blanc, y compris le coopérant lambda qui arrive là-bas, il a des domestiques. Bien sûr. Mais les Africains. Et c'est les Africains. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une connotation sociale, y compris pour les enfants. Tu ne vas pas être le seul blanc qui ne donne pas de boulot en Voilà, y compris pour les enfants des coopérants. Ou des colons ou n'importe qui, le rapport social est directement connoté. Non, mais celui-là, il me répond, c'est là qu'il m'a fait révéler ma couleur. Mais ma couleur au sens social, comme dit très bien Dominique, c'est pas une couleur visuelle. Quand je lui ai dit, nous vous avons apporté, j'étais haut comme 3 pommes, des hôpitaux, des écoles. Et comme ils sont adorables avec les enfants, il m'a dit, ah, j'ai vu chantier hôpital là-bas, j'ai pas vu blanc qui travaillait dedans. Il m'a éveillé à la conscience politique. Si vous voulez que je vous dise, c'est extraordinaire, des choses comme ça. Voilà, c'était entre autres, quoi. Ce que je dois, c'est à la perception de la différence. Il y a encore un deuxième très rapide, c'est quand je revenais, j'étais en 5e au Togo, par exemple, et selon les affectations de mon père, et j'étais dans un bel appartement climatisé, et de ma baie vitrée, je voyais mes camarades de classe de la journée en train de travailler leurs leçons à la lumière du réverbère dehors. Pour moi, c'est extraordinaire, ça. Et ils avaient souvent un meilleur classement que moi en classe. J'ai vu que j'étais blanc. J'aurais pu pour le coup, il y avait un passage avec les réverbères, mais... Oui. Je tenais à le caser, pardon. Mais c'est très important, les réverbères. Mais j'ai pensé à tout ça en lisant le livre, c'est pour ça que, quelque part, vu les réactions des Corses, des jeunes Corses, j'ai retrouvé des réflexes. Alors, est-ce que tu voulais introduire le passage suivant, qui est les diamants? Juste pour le situer. Alors, et oui, les fameux
les diamants, là, ce ne sont pas, mais ce sont quand même, ce n'est pas Giscard qui est dans le roman, il n'apparaît à aucun moment. Mais en revanche, Mathilde va être accompagnée par Saint-Cyr, qui est un fils de Bokassa, à visiter une mine de diamants. Voilà, une mine de diamants. Voilà. Donc Saint-Cyr veut évidemment épater la majorette et donc l'invite à visiter. Et donc elle a visité cette usine de diamants et elle apprend des choses sur le sacre de Bokassa. Alors je précise qu'en fait ils ont été invités au sacre de Bokassa. Mais ils n'ont pas pu se rendre au sacre parce que le maire d'Ajaccio attendait Raymond Barre, le Premier ministre de l'époque. Donc le voyage a été décalé d'1 année. De toute façon, ensuite, ça n'aurait plus été possible. Ils ont été pour le premier anniversaire, ils ont été invités donc au premier anniversaire du sacre. Ensuite, la suite, évidemment, ça aurait été fichu, ils n'auraient pu mettre les pieds en Centrafrique. Donc c'est pour le premier anniversaire du sacre. Et c'est la visite de Mathilde dans la mine de diamants. On lui avait raconté que le sacre de l'an passé avait coûté 1 année d'extraction de diamants et que la couronne seule de Bokassa était couverte de 7000 carats de diamants. Ça ne lui avait alors pas dit grand-chose. À quoi pouvait correspondre un carat? C'était plutôt le nombre de 7000 qui l'avait impressionné. Saint-Cyr venait de lui apprendre que le carat était une unité de mesure et de pureté. Elle lui avait rétorqué qu'il n'y avait vraiment rien de pur dans ce qu'elle pouvait voir en ce moment dans cette mine. Il n'avait pas relevé l'insolence de Mathilde. Les Blancs se permettent tout et pensaient toujours avoir des valeurs supérieures aux Noirs. On avait beau avoir la culture française, on n'en avait cependant pas la couleur, celle des grandes avenues bordées de platanes, des illustres musées, des clubs d'hommes civilisés et obséquieux liés aux alliances consanguines. Son père lui avait appris ça, et aussi comment s'en moquer. Il lui avait aussi enseigné le pouvoir de l'argent. Alors, ce passage est important. Ce soir, nous aurions dû avoir la visite du petit-fils de Bokassa, mais voilà, il devait venir nous rendre visite. Bon. Il n'est pas là, c'est pas grave. Et ce qui est important, c'est que dans cette histoire de diamant, le diamant en Centrafrique, c'est un des diamants les plus purs du monde. C'est vraiment le diamant. Mais ce qui m'avait intéressé dans ce personnage aussi il apporte la contradiction, Saint-Cyr. Il apporte... en tout cas, il met le trouble dans l'esprit de Mathilde. Ce n'est pas si évident, si flagrant. Il n'y a pas d'un côté les bons blancs et de l'autre son père, l'empereur, qui est un odieux personnage, qui a dépensé des fortunes pour son sacre, etc. Il y avait quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Ce n'est pas un témoignage à charge, d'ailleurs, contre l'empereur. Ce qui m'avait intéressé chez ce personnage aussi, même si c'est pas le personnage principal de la fanfare, c'est quand même la fanfare, le personnage principal, mais chez Bokassa, c'est un homme qui est issu d'un père qui était résistant. Son père est mort, il a été tué par les Français. Il défendait justement les exploitations forestières en Afrique, qui étaient des exploitations forestières coloniales. Son père s'est battu pour la terre en Centrafrique, il a été tué par les Français. Sa maman s'est suicidée 1 semaine plus tard, après la mort du père. Et ce garçon, qui finalement, la France lui a tout pris, s'engage dans l'armée française, a des honneurs, est un soldat... qui a été récompensé, qui a eu X médailles. Il va faire la guerre en Indochine. Il va faire la guerre en Indochine. Il a été pupille de la nation, même, je crois. Oui, pupille de la nation. C'est quand même étonnant. Et je me suis, tout le long du roman, je me suis posé cette question, mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi, quand on vous retire tout... Enfin, la logique, ce ne serait voudrait qu'il ait une haine de la France, des Français. Eh bien non, lui s'engage
dans l'armée française, se bat pour la France. Et, En Indochine. en Indochine. C'est quand même un personnage assez trouble. Et c'est cette contradiction que je voulais amener aussi par son fils auprès de Mathilde, que les choses ne sont pas si tranchées. C'est pas, voilà, évidemment, il y a eu ce faste du sacre, ce faste du premier anniversaire. Je peux ajouter juste Oui. une chose, parce que comme j'ai vécu à l'époque, enfin j'y habitais pas, mais j'y ai fait de fréquents séjours, je voulais juste évoquer le fait que Bokassa n'était pas du tout perçu par sa population comme un dictateur, d'une part. Tout le monde, on se moquait de lui, on racontait toutes sortes de choses comme à peu près dans tous les pays d'Afrique, dans les milieux populaires. Il n'y avait pas... Alors, c'était un État extrêmement autoritaire et policier, mais je veux juste raconter une anecdote pour expliquer, pour se méfier de l'européanocentrisme qui a eu des conséquences assez grotesques, en particulier dans le cadre de ce qu'a raconté la presse à l'époque sur les différents événements. Donc juste cette anecdote qui est que ceux qui connaissent Bangui et qui connaissent d'autres pays, d'autres coins de l'Afrique ex-française, savent que Bangui avait une caractéristique, c'est que c'était pas un endroit violent, ça l'est devenu, hein, entre parenthèses, c'est terrifiant d'ailleurs comme d'autres endroits, à l'époque ça ne l'était pas du tout, mais c'était un endroit où il y avait beaucoup de délinquance en termes de rapines et de vols. C'était vraiment la ville des pickpockets, hein, Bangui, c'était connu pour ça. Et donc il fallait faire vraiment attention parce que on se faisait chourer. Bon, il n'y avait pas qu'à Bangui, mais à Bangui c'était vraiment endémique et c'était la petite plaie de Bangui. Et ça avait pris de telles proportions qu'un beau jour Bokassa a décrété que, en rapport d'ailleurs entre parenthèses avec certaines traditions locales, que désormais les voleurs pris sur le fait auraient une main coupée. Et ça a été appliqué, au moins une fois ou deux. Et ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est pas... alors, il y a eu évidemment on imagine les commentaires de la presse française, qu'on peut évidemment parfaitement comprendre, mais il se trouve que j'étais à Bangui à ce moment-là, et ça a surtout été commenté de la manière suivante, c'est que pendant au moins 6 mois, il n'y a plus du tout de vol et de pickpocket à Bangui. Bon, ça a pris après. Alors, on interprète ça comme on veut, mais Bokassa, qui d'ailleurs vivait dans son palais, là je ne me souviens plus comment ça s'appelait, à distance, où il y avait la piste d'atterrissage pour la caravelle, et on évoquait cette histoire de piste d'atterrissage et de palais essentiellement du fait des visites fréquentes du grand chasseur de toutes sortes de gibier qui était Giscard d'Africain. Parce que les voyages de Giscard se faisaient de manière totalement occulte et confidentielle, aussi bien aux yeux des Français qu'aux yeux du public local. Mais évidemment, on en entendait parler, puisque, bon, comme les arrivées de la caravelle venant de France étaient évoquées. Donc tout ça pour dire que, compte tenu de... Alors on s'est un peu oublié, mais ça... c'était très présent à l'époque, et quand on voyait sur place et qu'on revenait à Paris quelques semaines après, qu'on entendait ce qui se racontait, il y avait quelque chose d'assez sidérant, en tout cas dans la perception qu'en avait aussi bien la classe coloniale, les Blancs, on va dire, sur place, que les Africains, pour X raisons, en rapport avec toute la bourgeoisie et même la population africaine de Centrafrique à l'époque. Bokassa était d'autant moins perçu comme un dictateur et un tyran, comme un chef autoritaire, guère plus, et qui ne frappait pas particulièrement les esprits par son caractère autoritaire, tout étant à relativiser. Et aux yeux de tous, il avait un immense mérite, c'était qu'il ne faisait pas de tribalisme. C'était d'autant plus apprécié que la Centrafrique fait partie des pays où il y avait une langue vernaculaire commune, ce qui n'est pas le cas par exemple en Côte d'Ivoire ou dans toutes sortes d'autres pays, et où le tribalisme, le Congo ou Dieu sait quoi, où le tribalisme est la base du rapport social politique, on va dire. Alors là, il y avait ça, Bokassa ne le faisait pas du tout, et c'était très apprécié, et avec le recul, on peut se rendre compte... Détour par l'armée, ça. On peut se rendre compte de ce que ça a donné après son départ, et je conclus ma petite intervention pour évoquer ce qu'était
dans les faits, dans la vie vécue réelle, l'empire de Bokassa, enfin la période où c'est devenu un empire, c'est que comment ça a pris fin, un beau jour, et j'étais sur place, donc je peux vraiment en témoigner, il y avait une base française en permanence à quelques distances là aussi de Bangui, où il y avait les légionnaires français, mais là, il y a carrément un transal qui s'est posé sur l'aéroport de Bangui avec les légionnaires qui étaient venus déposer Bokassa et le remplaçant de Bokassa, David Dacko, qui était dans les bagages. Faut imaginer, on était au cœur de l'Afrique, en Centrafrique, les rapports qu'on pouvait avoir avec ce pays-là, et imaginez ce que les Centrafricains eux-mêmes en pensaient. Mais il faut faire plus que l'imaginer pour comprendre ce qui est en train de s'y passer. Voilà. C'était pire que mais jamais, pour resituer le contexte, pour dire que bon, l'événement, y compris tel que les Corses l'ont vécu, dans une certaine mesure, était vécu. Bien sûr que c'était un gaspillage des ressources de l'État, etc. Bien sûr, on peut faire toutes les objections qui viennent immédiatement à l'esprit, bien sûr, et plus que des objections, bien sûr. Mais il faut non pas relativiser, mais comprendre le contexte. Il faut avoir ce contexte présent à l'esprit. Et je conclue là-dessus parce qu'il y a aussi un phénomène qui est très important en Centrafrique, qui existe dans toute l'Afrique. C'est vraiment la bien nommée, la Centrafrique, quand on y a été, et j'en ai vu beaucoup d'autres à l'époque, et jeunes et moins jeunes, c'est que c'est vraiment le pays, non pas des fétiches, parce que ça c'est plutôt le Bénin, enfin le Dahomey d'autrefois, mais c'est le pays des fantômes, des esprits et de l'animisme, mais alors à un point qu'on n'imagine pas tellement c'est présent dans la vie quotidienne. Voilà, je te rends la parole. Non, c'est très intéressant parce que justement, Dominique, rapport avec la Dominique ont vécu voilà, la Centrafrique, que je n'ai pas vécu, évidemment. Mais les Centrafricains, effectivement, que j'ai rencontrés, ont la nostalgie de cette période-là, de la période de objectivement, voilà. C'était beaucoup plus agréable de vivre voilà. à Bangui et en Centrafrique à l'époque de Bokassa qu'aujourd'hui, je peux vous dire. L'enfer qu'ils vivent maintenant. Oui, tous ont quand même on ne peut pas aller d'un quartier à l'autre de Bangui sans se faire trucider, voilà. Je veux dire, par une on faction. Non. Moi, j'y avais pensé, et non, c'est pas possible, on ne peut pas mettre les pieds en Centrafrique. Mais tous maintenant, tu as vu la dernière actualité, ils sont en train d'attaquer les camps de l'ONU parce qu'ils se font massacrer et les soldats de l'ONU ne bougent pas, les casques bleus ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas de consigne. Et c'était un pays où on vivait à l'époque de Bokassa, où on sillonnait. Alors le seul problème c'était les voies de communication qui étaient très approximatives. Giscard prenait aussi l'avion pour aller faire ses safaris, bien sûr, c'est le pays des safaris, mais il y a très peu de routes, mais partout où on peut circuler, du moins en saison sèche, il n'y avait aucun danger au sens de risque. Il y avait d'ailleurs beaucoup de flics qui barraient les routes, mais c'était essentiellement, voilà, c'était comme pour récupérer des bakchiches, on ne risquait rien physiquement. Et c'était un Corse qui dirigeait les chasses. Je crois connaître le nom. Voilà, on taira le nom, mais il est... L'Afrique est grande, mais la Corse est petite. Il est toujours vivant, ce monsieur. Je voulais le rencontrer, malheureusement il est très très malade, très âgé et très malade. Il est encore vivant. Il est encore vivant, il vit à Ajaccio, il est très âgé, très malade, donc j'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré des gens qui étaient proches de lui. Si je peux me permettre, moi j'ai une suggestion, je suis sûr que tu as des ouvrages à l'ouvrage actuellement, mais tout de même il y a un livre à faire, même plusieurs, mais avec le talent que tu as de narration. Encore une fois, je ne fais pas de compliments gratuits dans ce domaine, sur l'expatriation corse dans l'outre-mer en général et en Afrique en particulier. Je me contenterai d'un exemple. Je suis au Niger, alors le contraire de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire. C'est aussi sec que ces pays-là sont humides et mouillés. Je vais de Niamey à Agadez, 300 km, intérêt à avoir du jerrycan d'essence, il n'y a rien sur le toit, c'est le désert à gauche, à droite, avec les t-shirts mouillés autour, vous voyez la poussière dans la voiture. Malgré la climatisation, ça rentre de partout. Et tout d'un coup, je dis, c'est un mirage. Je vois un blanc, sur le côté de la route, avec sa voiture, garé une belle voiture, à côté là, avec son majordome noir. Je ne parle pas politiquement correct, qui est, eux ils disent les blancs, les Africains ne sont pas idiots.
qui a les bras croisés, avec un habit blanc à boutons dorés à côté. Une table dépliée, un seau à champagne. Je suis comme les Dupont dans le pays de l'Ornois. Voilà, J'ai un mirage, quoi. Je me gare. Non, le gars est bien là. Pagani, il m'appelle par mon nom. Je reconnais Leka. Mais vous ne savez pas qui c'est, mais Monsieur Leka, c'était quelqu'un. C'était le conseiller technique du premier président du Niger. Celui qui a fondé la francophonie, d'ailleurs, à Manidiori. Il revenait là, il avait quoi, 75 ans passés, il avait plus, tout le monde le connaissait au Niger, il allait voir sa chère Agadez, capitale du désert, et il faisait l'étape avec son seau à champagne. C'est extraordinaire. Il m'a dit, tu veux une coupe? Je suis là, je pensais, voilà. Il y a un bouquin à faire sur les Corses. Et je quand vais même. y penser. Ah non, non, franchement, je t'en citerai quelques-uns. Hein. Après. Donc, le prochain passage. Les canons. Donc là, voilà, on a choisi des... J'avais pensé aussi peut-être avant, si on peut ajouter un autre passage, si ça... Bon, ça, vous êtes chez vous. 97 Page 97, c'est un Corse de Bangui. Et c'est un Corse de Bangui qui va, parce que je pense que c'est important pour le contexte aussi politique de la Corse, c'est le moment quand même où le nationalisme est en train d'émerger. Voilà, après Aléria. Hein. Donc voilà, donc je voudrais qu'on parle un peu de ce passage-là, qui me semble important, et c'est très bien ensuite de passer à Prince. Le professeur Colombani, un Corse de Bangui et lointain parent de Maraninki, était venu avec sa R16 pour leur proposer un tour de ville. Il avait pris en charge le tambour-major, le maire et Madame Santone. Gisèle Brancaleone avait préféré rentrer et se reposer tant la chaleur et l'épisode du balcon avaient éprouvé ses nerfs. Le professeur avait suivi les rues larges et roulé jusqu'à la place centrale où une large fontaine faisait office de rond-point. Face à elle, ils étaient passés sous l'une des 4 arches monumentales construites pour le sacre de Bokassa. Sur le frontispice était inscrit « Centrafrique, notre pays, l'intérêt national d'abord ». C'est une devise pour ceux de la RC, avait lancé Toussaint, un tantinet agacé. Hein? Qu'en dis-tu, Maraninki? La Corse, notre pays, l'intérêt du peuple d'abord. Quelle ibrougine avec leur Pascal Paoli. On a intérêt à le défendre, notre Napoléon. Le professeur Colombani, à qui la Corse manquait férocement, était inquiet. On dit que les jeunes sont tous devenus fous et qu'ils veulent mettre l'île à feu et à sang. Ah, ça, c'est vrai. So diventati tonti. On les laissera pas faire, Colombani, je vous le dis, moi. Parole de Brancaleone. C'est qui donne les places à la mairie, hein? À ces mots, il s'était tu. Apparemment plus ou moins convaincu par les paroles du maire. Ils avaient ensuite remonté une large avenue encadrée de palmiers royaux, longé le fleuve Ubangui, traversé les quartiers populaires bordés par la rivière Mpoko, et atteint le grand café de Bangui où le professeur les avait invités à se désaltérer. C'était un vrai café de capitale, meublé d'un long comptoir en bois exotique, de tables en formica et de vitrines réfrigérées, où étaient disposés d'authentiques gâteaux français. C'était ici que se retrouvaient à l'heure de l'apéritif tous les expatriés et les riches banguissois. Madame Santone, il les avait abandonnés là. Elle voulait faire des emplettes et il y avait de ce côté-ci de la ville toutes sortes de boutiques, de grandes enseignes françaises qui avaient pignon sur rue, ainsi que le comptoir national du diamant. Son visage s'était illuminé. Avec un peu de chance, elle trouverait des chaussures uniques, une tenue typique pour faire sensation lors de la prochaine soirée officielle, et pourquoi pas un petit diamant. Ou peut-être un éclat de diamant, 3 fois rien, s'était-elle sentie obligée d'ajouter pour ne pas éveiller les soupçons, qui étaient des certitudes pour les autres, sur la provenance des revenus de son mari. Tous 3 l'avaient regardé quitter la table avec ce regard sans pudeur des hommes qui devinent chez une femme des promesses infinies de volupté. La déléguée à la culture avait une allure folle, et cette fausse naïveté des femmes qui se savent convoiter.
Dans son tailleur étroit et son chemisier à lavalière, elle ressemblait à Gina Lollobrigida dans Les 4 mercenaires d'El Paso. Au grand café, tandis que Colombane y commandait de grands verres de soda, ils avaient vu à quelques mètres d'eux la déléguée se pencher vers un jeune mendiant et lui donner un billet. Maraninki avait déjà remarqué le jeune handicapé. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait de jeunes hommes aux membres coupés et flétris. Dès son arrivée à Bangui, cela l'avait intrigué. Ces gamins, il les avait vus aux abords du marché, au village près de l'université, et maintenant en pleine ville. Certains étaient sans mains ou sans pieds, d'autres portaient de grandes balafres mal cicatrisées. Quelque chose lui révélait que ce n'était pas maladif. Mais quoi alors? Le professeur Colombane, il s'était alors incliné vers lui et lui avait expliqué que toute cette horreur était la conséquence d'un jeu initié par les touristes. Oui, il avait bien entendu. Les touristes lançaient des pièces d'argent dans le fleuve et les gamins plongeaient pour les récupérer au risque de se faire tuer par les crocodiles. Au mieux, d'être sauvagement mutilés. Gagner quelques francs CFA était vital pour ses enfants, ainsi que leurs familles, et tous les moyens pour y parvenir étaient bons. Oui, c'était un jeu cruel, mais les étrangers en raffolaient. S'il y avait du sang, c'était encore mieux. Ils n'arrivaient alors plus à détacher les yeux du carnage, et les pièces pleuvaient sur des coupes de chair chaude. Le regard de Maraninki s'était voilé, il s'était mis en colère. Toutes sortes d'insultes corses avaient fusé. O fiori di Ciantugazzi, li bruti assassini che siano sprofondati. Alors, on va traduire, ce sont des insultes. Hein. Fils de sang-queue, les salauds, les assassins, qu'ils soient tous maudits, défoncés. Voilà. Il est très en colère parce qu'il découvre, et c'est vrai, c'est vrai. C'était un jeu qui, c'est pas de la fiction. J'ajoute que la communauté française expatriée coloniale, les colons à demeure, est probablement la plus minable, la plus répugnante que j'ai vue de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et Dieu sait que j'étais à peu près partout. À Bangui, qui avait des airs de sous-préfecture paumée, voilà, oui, on était un peu dans l'ambiance du film de Tavernier. Là, je suis content que tu dises oui, coup de torchon. Coup de torchon ne correspond absolument à rien, c'est une image fantasmée. Oui. Mais le seul endroit où on pouvait trouver quelque chose de ça, c'est-à-dire l'ambiance d'avant-guerre, d'avant même la Première Guerre mondiale en Afrique noire, dans une bonne partie de la population des colons français, hein, on était dans l'époque déjà de l'indépendance, donc néocoloniale, toute cette petite bourgeoisie blanche de Bangui était, et à titre personnel, la plus médiocre, la plus répugnante, la plus quasiment auto-caricaturale que j'ai vue de toute l'Afrique coloniale française. Je confirme. Oui, il y avait voilà, ce sorte de jeu macabre. Parce que les touristes, il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein, aussi, il faut dire. Donc, voilà, les touristes, les colons sur place jouaient, voilà, c'était une sorte de jeu macabre. Et comme ce type de jeu, il n'y en avait pas qu'un. Hein. Il y avait d'autres jeux comme ça. Et ça, c'est vraiment pas de la fiction. Donc, on va peut-être poursuivre. Alors, c'est le dernier passage. Oui. Voilà. Le dernier passage. Alors, ces passages, je les ai un peu choisis pour vous donner une idée un peu de cette traversée de cette fanfare de la Corse, donc des quartiers populaires d'Ajaccio, jusque, voilà, avec ces rencontres avec l'Afrique, avec les Africains, avec ce régime politique aussi. Et un dernier passage, ils vont retourner en Corse, mais ce dernier passage, je n'ai pas choisi la Corse pour le dernier passage, j'ai choisi un passage d'un événement qui a eu lieu vers la fin de l'empire de Bokassa, voilà. Et donc c'est ce moment où Bokassa a donné ordre de tirer sur les étudiants, voilà, à balles réelles. Donc c'est Prince qui est notre héros, qui fait partie des personnages principaux, c'est notre héros africain. Lui, il est étudiant, lui il est féru de littérature, c'est un étudiant en lettres. Et c'est un passage où lui va être à ce moment-là dans la horde des étudiants pour manifester, pour du pain. Les canons sont braqués sur la foule. L'ordre vient de tomber. Chacun cherche sa victime. Il y en aura pour tous. À l'opposé de Prince, l'arme, le mouvement d'épaule du soldat,
la mâchoire qui se crispe, l'œil, la ligne de visée, l'axe du canon. De toutes les possibilités qui s'offrent à elle, la balle en choisit une, la poitrine. Elle libère toute sa force pour l'atteindre. Elle vise et vrille. Elle est fixe dans sa trajectoire, précise et rapide, avec en point de mire cette toile noire et précieuse, promesse de caresse et d'infini. La cible est à quelques millimètres maintenant. Enfin, la balle va pouvoir cueillir la vie et plonger dans cette source de jouvence. Mais tout à coup, un reflet d'or l'aveugle et le projectile qui croyait croiser la chair se fracasse contre le précieux métal et est dévié de sa course mortifère. Sous le choc, Prince s'est effondré. À son cou pend toujours la Corse. Dans son esprit confus, il entend maintenant les tambours. On lui vient en aide. Sa voix est faible, entrecoupée de français. Il divague. Maintenant, il chuchote. « Mathilde !» Ses yeux se ferment tandis qu'un long cortège coloré envahit son esprit. Le bruit des tambours encore. Ce sont eux les premiers. Le tambour-major en tête et son bonnet à poil d'ours. Bleu, rouge, blanc. Le roulement des tambours frappe sa mémoire. Ils sont revenus. Les grognards lui sourient. Puis, c'est toute la fanfare qui vient à sa rencontre. Tout à coup, la chaleur le submerge. Sur ses tempes d'ébène glissent de petites gouttes de sueur. On dirait qu'elle se ferait un chemin pour atteindre l'embouchure des lèvres. La chaleur l'entoure comme s'il se trouvait dans un grand cercle d'or d'où s'échapperait un ange blond. Rap-papapam, rap-papapam. Les tambours à tête de mort envahissent ses rêves. Il s'avance, toujours plus près de sa couche. Une femme en pagne multicolore les interrompt. Elle a besoin de lui, encore. L'homme émet quelques sons qui ne disent rien à personne. C'est que lui seul les voit, lui seul les entend, lui seul retourne parmi eux. Maintenant, c'est au tour de l'ange à képi blanc et à plumes rouges de s'avancer. Les formations se croisent et emplissent son cœur d'un grand bonheur. Au-dessus de lui voltigent et tournoient d'invraisemblables bâtons immaculés. Les anges s'amusent à en remplir le ciel. Ils forment une voûte de sceptres lumineux qui couvent son passage. Prince sourit longuement. C'est que tout à coup, ils sont tous réunis. Les grognards, les majorettes, le tambour-major et ses 53 musiciens. Au rythme des marches napoléoniennes, ils l'accompagnent. Ces jours d'anniversaire, aujourd'hui comme hier, encore un peu de cet air heureux et la voix de Los Negritos Makembe. Le cortège est entré dans la pièce et ça fait un boucan du feu de Dieu. Elle est devant lui. Ce sont des enfants au bord d'un fleuve. Ils jouent à l'amour, ils sont jeunes et beaux, faits pour ça. Merci Béatrice. Pardon, j'ai oublié d'applaudir. Merci Béatrice, tu lis du nom de... Il faut dire que Donc, ta prose est un cadeau. L'ange blond au képi blanc, vous l'aurez compris, c'est Mathilde, c'est la majorette. Ce qu'il porte autour du cou, je ne vous le dis pas. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. C'est très drôle. Hein. Ce qui va le... Sauvé par la Corse. Voilà, sauvé par la Corse. Et ce qui était important aussi, c'est la fanfare. La fanfare, c'est finalement, c'est la musique, c'est l'art qui va, tous ces gens-là qui les réunit, qui sauvent. C'est l'art qui les sauve. C'est clair quand on le lit. Hein. Voilà. Et c'est l'art qui va le sauver, c'est cette musique, c'est ces grognards, c'est la fanfare. Et je crois que l'art sauve. Et c'est ce que j'ai voulu aussi, en tout cas, dire et partager avec le lecteur, c'est que voilà, le lecteur, il fait un acte artistique, en tout cas en prenant un livre et en plongeant dans un autre univers. C'est déjà un geste artistique. Et je crois que c'est ce qui était important, c'est que cette fanfare, finalement, c'est une musique, même si c'est une musique populaire. La fanfare qui, au départ, est une musique militaire, quand même. Les fanfares, elles étaient sur les champs de bataille. Hein. Donc, dans le carnage, hein, elles allaient, voilà, alors que c'était le carnage. Mais là, finalement, elle est sauve du carnage, voilà. Elle est sauve de l'île, elle est sauve de l'enfermement, et elle est sauve de leur couleur. C'est vraiment là, c'est l'art qui les réunit, qui les sauve. Je
Je crois que ce qui était C'est important... manifeste quand on lit. J'ai été, si je me permets de faire écho à ce que tu viens de dire, d'autant plus sensible que mes dernières années au sud du Sahara, ça a été pour diriger, grâce à vos impôts, je vous remercie, parce que c'était l'Union européenne qui finançait le centre de formation musicale Ah, de Niamey au Niger pendant 10 ans quand même, dans un des pays les plus pauvres du monde. C'est encore plus pauvre que le Mali, je ne sais pas si vous voyez, quoi. Et puis le désert occupe les 2 tiers. Et j'avais... alors, j'ai eu affaire à des fanfares, puisque j'employais, c'était dans le cadre de l'aide au développement, donc c'était aussi pour que ça leur rapporte quelque chose. C'est pas un simple conservatoire, ça n'existait pas des écoles de musique. Alors inutile de dire que quand un expatrié un peu presque aussi lamentable que ceux de Centrafrique me disait, et vous vendez quoi? On ne dit pas quel est votre métier, Il n'y avait pas que les on dit expatriés, il y avait le bon colon implanté, installé, propriétaire. Et vous vendez quoi? Moi je disais, un peu habitué pour éviter les bas, je m'occupe de musique. Comment ils ont de musique dans ce pays? Le gars, il avait chez lui 2 disques, je sais pas, de Julio Iglesias. Bon. Bref, et pendant ce temps, mes élèves qui écoutaient Vanessa Paradis à l'époque, des choses comme ça, c'est des enfants de la rue, si vous voulez, un rayon, ils écoutaient ce que RFI leur donne. Hein. On ne va pas leur donner la grande culture musicale, ça va pas, non. L'aide au développement, c'est pas fait pour ça. Mais par contre, il y en a, moi je leur dis, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites pro. Hein, voilà, il y a une soirée brésilienne au Sofitel demain, donc tu sais jouer la samba? Non. Ah ben, tu vois, c'est pas toi qui auras le marché, là. Alors ça les inciter à travailler, à faire comme un piano-bar, à voir tous les styles. C'est un piano-bar, il y a une petite mamie qui dit jouez-moi Ramona, et un jeune qui dit jouez-moi le dernier tube. Bon voilà, donc c'est un métier. Et voilà, et il y en a un qui s'était allé savoir pourquoi il était un haillon, il n'avait jamais vu un piano de sa vie avant d'arriver au centre. C'est symbolique ce qu'il avait à payer pour être inscrit. Et il s'était entiché les impressionnistes français de Debussy, Ravel, allez comprendre, c'est extraordinaire. Et avec la larme à l'œil, il me disait, monsieur, vous avez encore des partitions impressionnistes français? Moi, j'aime trop ça. Donc, j'étais bouleversé quand j'ai vu que la musique, à la fin, c'est elle qui sauve tout, quoi. c'est elle qui sauve tout. J'étais bien placé, parce que mes musiciens, il s'est avéré qu'ils rapportaient plus d'argent au Niger que bien des grands projets agronomiques qui passaient dans les poches des uns et des autres. Hein. Il semble que le peuple en voit la couleur. Voilà, je ne veux pas déflorer, mais j'étais très touché de voir que la musique occupe cette place, parce que c'est quand même un continent. Voyez, je tiens quand même à préciser une dernière chose, pour enfoncer le clou, parce qu'on est au cœur du problème. Souvent, toujours pareil, les expatriés me disaient, mais vous faites un peu vous êtes un peu intrusif culturellement en leur apportant toutes ces musiques, ça ne respecte pas leur culture. Je dis, vous aimez la musique africaine, vous? Je dis, oui, bien sûr. Alors vous prenez leur musique, vous ne donnez pas la vôtre. C'est curieux comme coopération, c'est quand même extraordinaire. Vous avez demandé l'avis aux Africains, c'est quand même extraordinaire, quoi. Ça devrait être la seule région au monde où on est condamné à ne jamais sortir de sa culture. Vous voyez? C'est bizarre pour l'échange. Voilà, je tenais à dire ça, parce que là, il y a télescopage dans ton livre, tout le temps. Il y a télescopage de monde. Et ce télescopage, il a aussi eu lieu, il a vraiment eu lieu. En fait, je me suis procuré un film, parce que ça a été filmé, cette fanfare en Centrafrique, et il y a un passage magnifique où la fanfare rencontre des Africains, une tribu, qui joue avec la trompette de terre, ces grandes trompettes, les sanzas, les trompes, c'est des trompes. Voilà, qui touchent le sol, et ils sont là, ils jouent ensemble. Et c'est extraordinaire. Et là, les gamins, ils jouent ensemble, quoi. Voilà. Il y a pas, ils se regardent pas comme les uns ne regardent pas comme si c'était incongru ou ils jouent ensemble, et c'est extraordinaire, ça. Évidemment, on ne le voit pas, mais j'essaie de le raconter. Mais d'autant qu'en Centrafrique, et c'est pas propre à la Centrafrique, mais je m'en souviens puisque c'était au moment du couronnement. Je ne vais pas vous les chanter. Mais à la radio, c'était sans arrêt. Parce que la musique est extrêmement présente dans la vie quotidienne par la radio, notamment des Africains en général. Hein. La musique populaire locale. Ils écoutent beaucoup la radio. Ça a donné des tas de trucs qui parfois ont sorti de l'Afrique, comme la Makossa, les trucs comme ça, Cameroun et autres. Mais le couronnement, pour moi, ce dont je me souviens de l'époque du couronnement, c'était à la radio sans arrêt, mais toutes les 10 minutes. Les musiques, il y a un album qui est d'ailleurs qu'on peut acheter, il est vendu très cher, l'album du couronnement que j'avais, Bokassa, Gondamoda.
toute la journée à la radio. Et avec des très très bons musiciens. Hein. La musique locale africaine. Il y a évidemment, quand on va au cœur du pays, et Dieu sait que la Centrafrique, c'est vraiment la Centrafrique, on a la musique traditionnelle liée en plus au rituel et à toute la culture profonde locale, principalement animiste, chamanique, etc. Mais à Bangui, qui est la ville, etc., c'est la musique partout, tout le temps, à la radio, et c'est les orchestres locaux populaires, et qui rythment, y compris la vie politique là-bas. Le message politique essentiel passe par les musiciens appointés pour écrire, comme à l'époque impériale en France ou à d'autres. C'est la relève du griot. Le griot et oui, mais c'est en plus sur le modèle de ce qu'on a connu en France, où on fait des musiques de circonstances commandées par le pouvoir pour marquer tel ou tel événement. C'est très très présent. Bien sûr. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était que là, elle n'est pas là, la musique, voilà, dans le carnage, elle est là pour vraiment unir ces deux peuples. Et je regrette qu'il n'y ait pas François ce soir, parce que François avait évoqué aussi il a vu des choses, finalement, on écrit, puis souvent ce sont ceux qui lisent qui en retirent, qui voient des choses qu'on n'a pas vues, ou c'était inconscient. Et François a évoqué dans la préface est magnifique, j'adore cette préface, lisez la préface, parce que souvent les préfaces on ne les lit pas, on zappe les préfaces, mais la préface de François, vraiment, c'est un petit bijou, et il parle notamment des langues, et de cette oralité des Corses et de l'Afrique, et de ce lien. Moi je parle de la musique, et ce qui rejoint la langue aussi, c'est la musique, la langue, et lui pointe vraiment très très bien cette communion dans ces langues diverses qui se répondent. C'est très très intéressant autour de ces peuples qui finalement se sont construits avec l'oralité. Et si je peux, alors justement, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire, parce que cette préface, et Dieu sait si j'apprécie en général le style de François, hein, comme le tien, mais j'envie vos plumes. Mais François, en bon aristocrate, s'investit souvent dans des genres mineurs, le pamphlet, le truc, des choses courtes, une préface, une postface, un article, voilà. Hein. Mais chaque fois, c'est un bijou, comme tu dis. Et seulement là, le thème qu'il développe, on en avait discuté à un colloque qui avait été organisé à Corte, par l'université, sur Corse-Colonie. Vous voyez, le thème Corse-Colonie, c'était dans les années 97 par là. Et on a été invités, chacun avait son intervention à faire, et lui il avait fait sur la figure du Corse, tu l'avais évoqué tout à l'heure, dans le roman colonial, c'est les gens hougrons, les choses comme ça, où le Corse c'est toujours le mauvais garçon qui tient un hôtel douteux à Saïgon, une maison de passe, voilà, et qui est toujours en compagnie d'un Maltais ou d'un Levantin, comme on disait dans la littérature de l'époque. Voilà. Et moi, je l'avais fait sur, on y arrive, l'oralité coloniale. C'était comme ça que j'avais intitulé, parce que je me méfiais à Corté. C'est un peu miné, le terrain. Alors, pour ne froisser personne, j'avais pris un sujet très technique, comme ça. Pourquoi les Corses ont si bien réussi aux colonies? J'ai dit, une hypothèse, qui en vaut une autre, c'est le Corse, il y a une importance de l'oralité chez nous. Je veux dire, nos tantes, hein, elles faisaient des répliques versifiées, rimées, rythmées, etc. Et puis il n'y a pas si longtemps que c'est écrit, et même quand c'était écrit, les journaux des années 30, c'était à l'italien, hein, c'était le toscan. Et donc, je dis, dans le continent de l'oralité qu'est l'Afrique noire, un Corse sur un chantier, il était en face tout de suite, il avait la mentalité de l'oralité, de la parole donnée, les documents, les papiers, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est ce qu'a dit M. Antoine, M. Dominique, etc. D'où la fidélité, hein, quand même. Donc ça me touche beaucoup que ça t'ait frappé dans sa préface, côté de l'oralité. Parce que c'est auriculaire aussi. Hein. Et là, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas, en tout cas, conçu consciemment. Et cette préface, non mais lisez la préface. Lisez le roman, mais lisez la préface. Lisez tout. Lisez tout, mais la préface aussi. C'est drôle que tu dises que tu ne l'as pas conçu consciemment, parce que quand on te lit, il est clair que tu as essayé de retranscrire, et moi je connais pas tout l'aspect colonial et Centrafrique, etc. Moi ce qui me touche beaucoup, c'est que tu donnes une voix, justement, VOX, hein, au peuple
Et que lorsqu'on écrit sur les Corses, c'est jamais ça qu'on présente. D'abord, quand on écrit sur la Corse, on va soit parler de Napoléon, soit du banditisme, Tout à fait. soit du De la nationalisme. susceptibilité. Voilà. Ils sont même présentés comme des thèses. Et en fait, il n'y a pas, alors je peux me tromper, mais il ne me semble pas y avoir en langue française de littérature qui parle du peuple corse, de comment sont les gens, comment les gens parlent, comment les gens vivent, en dehors des clichés sur la Corse. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on peut trouver par exemple dans la littérature italienne ou sarde même. Oui. Où on Oui. va avoir, où cette culture populaire sarde ou italienne est Ah, sa représentée. littérature. Oui. Que ce soit récemment chez Lena Ferrante, mais même chez Lampedusa, ou tout simplement dans la comédie des ratés, Camilleri, voilà, ou dans la comédie des Il n'y a ratés, pas l'équivalent. où on entend parler les gens, on voit ce qu'ils mangent, Oui. on voit le peuple vivre avec ses coutumes, ses us et coutumes. Eh bien, il n'y a pas l'équivalent en Corse. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est en partie parce qu'effectivement, c'est une culture orale. Et donc, on va trouver ça, mais dans des ouvrages en langue corse, mais pourtant, en langue française, on ne l'a pas. Ça, sur la Corse. L'éternel est corse et vient de milieux où, effectivement, on va adhérer aux superstitions, on va s'exprimer de cette manière-là, hein, qui ne sont Mais pas pas les les milieux peines sur les bourgeois, hein, qui sont des milieux populaires. Je ne les trouve pas en littérature, ces milieux-là, ou quand je les trouve, c'est sous le versant du banditisme et c'est Oui. tout. Alors que là, ils sont présentés tels qu'ils sont en réalité, avec beaucoup de bienveillance, avec de la tendresse, avec de la sympathie, avec de l'humour. Voilà. Et ça, je ne l'ai jamais lu en langue française. Mais Et- vous avez mieux dit ce que et j'ai ça me essayé touche de dire maladroitement énormément. tout à l'heure, c'est quand j'ai parlé qu'il y a de l'amour dans ce livre. Bon, Oui. quelque part, Beaucoup de tendresse. on voit, Mm. c'est un livre extrêmement Mm. concret. Si je veux faire une comparaison, j'aime pas, je sais bien qu'on n'aime pas être comparaison. Quand un ami peint au moment de ces tableaux, j'ai toujours le malheur de dire ça me fait penser un peu à Outreau. Mais franchement, non mais j'ai pensé à ce que je préfère dans Colette. C'est concret Ouais. comme chez Colette. Mm. Chez Colette, je sais pas moi, le marbre qui est sur une table de nuit un peu Colette. fendillé comme ça, c'est une richesse. Allez savoir pourquoi, ça vous tire les larmes aux yeux. Alors c'est concret, voilà. Mais j'ai retrouvé ça dans ce livre. Merci Dominique. Et je crois que ça contrepointe un peu ce que vous venez de dire. Si je peux me permettre Je vous sur en prie. la littérature corse Oui. qui existerait ou pas, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas peut-être de littérature qui exprime la réalité paysanne, rurale, etc. Il y a quand même, non pas une littérature au sens romanesque, mais il y a quand même une écriture corse qui raconte son quotidien dans des traditions, pour reprendre ce que vous avez dit, orales. Enfin, on a la tradition du laminte, ou enfin, Oui. laminte Ah oui, du oui, bien Castal, sûr, ou laminte- bien sûr, tout à fait. Voilà, enfin, Piante, et bien ça, sûr. c'est la réalité quotidienne, paysanne. Oui, oui. Voilà, et ça rejoint cette oralité. Alors, peut-être Mais que c'est pas du romanesque, Mais c'est on- pas dans et une surtout- entreprise Et romanesque. surtout, le problème de cette culture orale, c'est que si elle ne se retrouve pas à un moment donné C'est pas intégrée écrite, dans une voilà. littérature, et j'ajoute une littérature qui ne soit pas que de la littérature en langue corse, une littérature qui puisse être lue autre que par les gens qui parlent la langue corse, qui sont quand même pas extrêmement nombreux, elle se perdra. Enfin, elle ne figurera plus que dans des ouvrages d'histoire à un moment donné. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'Elena Ferrante de la Corse ou voilà, on n'a pas l'équivalent encore. Je pense qu'un jour ça viendra, peut-être parce que je pense que pour des raisons historiques, ça a été freiné. Cette diffusion de la culture populaire corse, aussi parce qu'elle a été confinée à quelque chose de justement tellement pittoresque que finalement elle n'est pas diffusée, et puis c'est une culture orale donc qui répugne à l'écriture, et quand elle écrit en corse. Donc, et il faut quelqu'un de bilingue, je pense, pour faire voilà, comme toi. Vous ne pensez pas qu'on est Et puis- écrasé un peu par le mythe napoléonien quand Ah si, même, je pense qu'il y a que ça en quelque fait chose partie. qui écrase Oui, un peu absolument. Ouais. toute émergence de quelque chose D'autres qui choses. serait, une On grande parlait de la épopée, musique, quoi. justement, La seule épopée corse, c'est Napoléon. quoi. Oui, et alors, il y a ça d'un côté, je pense, qui C'est écrase le les choses, le ressort, mythe encore. napoléonien, et je Ouais. suis convaincue que pour le coup, le nationalisme, avec le fait qu'on ait mis en avant certains aspects soi-disant de la culture corse, a évacué les autres aspects de la culture corse. C'est-à-dire que, par exemple, la polyphonie corse, et aussi parce que ça plaît aux touristes, etc.,
masque complètement le fait qu'il y a une autre tradition musicale corse que plus personne n'écoute. Enfin, et qui... C'est un héros écrasant. Voilà, oui. Donc on a d'un côté le mythe napoléonien et d'un autre côté une espèce de nationalisme aussi, et qui fait que du coup il y a toute une culture corse qui n'a plus de voix, qui n'a pas de Qui voix. n'est pas écrite. Ouais, et qui n'est pas écrite. Je suis très content que vous un disiez petit ça. peu de balayer comme ça, par exemple Ferrari, qui est peut-être pas la Corse rurale, mais qui est quand même la Corse Oui, pas, tout à fait. pas bourgeoise, avec une partie du peuple qui s'exprime. Oui, il y a Et je suis Ferrari, pas complètement ouais, convaincue mais c'est... qu'il n'y ait pas d'auteur. Mais- Et Ferrari, il parle d'une Corse moderne, il ne parle pas d'une espèce de Corse fantasmée. Oui, mais pas très populaire. Oh, je suis désolée, mais si, chez Ferrari, il y a des gens, ils sont vraiment des gens, pas forcément de conditions assez modestes. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a Ferrari, mais bon, ça en fait un. Ferrari, c'est vraiment la Corse moderne, c'est pas la Corse fantasmée d'autrefois. Oui, Et c'est il y en vrai. a d'autres, je trouve, je me souviens plus, non, c'est pas Lucarelli, comment il s'appelle Il Bian- y a un autre qui a Biancarelli. Voilà, Biancarelli, Marco et aussi, merci. Donc, et je ne sais pas du tout, je connais pas. Enfin, et donc je trouve que c'est un peu injuste ce que vous dites. Non, mais c'est vrai Non, que mais je c'est crois qu'il y a c'est malentendu. vrai. Je crois que personne n'a dit, je crois pas que non, vous mais ayez voilà, dit il n'y ça. a pas le J'ai pain pas- noir. Personne n'a mais dit qu'il n'y a pas de c'est qu'on est plus à littérature l'époque. corse, et même d'excellente J'ai littérature pas dit corse. qu'il y Non, avait... mais Non. Surtout il ces parle auteurs-là, du peuple, il parle pas de on la est bien d'accord. bourgeoisie et des Parisiens. et Oui, de mais Napoléon. même, j'aime Ferrari, et Dieu sait si il y a la densité et l'intensité de ses écrits, je ne retrouve pas le côté concret Ah, bah, et je quotidien n'ose pas le comparer. qu'il y a dans la fanfare, dans le voyage de la fanfare, par exemple. Renseigne justement sur quelles sont les mœurs de Paoli, quels sont les rapports du peuple avec le clergé, quelles sont les ressources minéralières. On n'a jamais vu Rousseau s'occuper d'industrie. Dans le Cap Corse, dans ceci. C'est extraordinaire comme document. Il y a 4 lettres. Et je finis juste là-dessus parce qu'on ne le sait pas. Il finit par dire, écoutez, oublions le projet de constitution. C'est trop tard, je suis fatigué, je vous remercie, c'est un grand honneur. Laissez-moi venir mourir chez vous. On a failli avoir la tombe de Rousseau en Corse. Hein, voilà, je vous embêterai pas, j'ai toujours subvenu mes besoins, ma compagne aussi. Je veux dire, je suis pas Bernard-Henri Lévy, je ne dis pas comme ça. Hein. Je veux pas être le conseiller des princes. Non, je suis pas Voltaire chez Frédéric. Non, moi je veux être dans une petite piève oubliée. Il a appris le mot en travaillant ses dossiers. Et voilà, mais je veux vivre libre sur une terre libre. C'est extraordinaire. Et ça, je retrouve pas ça dans la littérature corse d'aujourd'hui. Voilà. Et j'aimerais bien avoir l'avis du libraire. Alors, l'avis du libraire, à propos notamment des auteurs qui ont eu, enfin, surtout Ferrari, un petit peu d'audience, de lecteurs et de ventes en librairie, en France, autant Biancarelli, que je connais un petit peu aussi, pour moi, correspond à un auteur qui nous parle de la Corse et d'un point de vue corse, autant Ferrari est vu et perçu et lu comme un auteur de la mondanité parisienne. Il n'y a pas grand-chose. L'aspect corse est même pas anecdotique, tel que perçu par le lectorat, etc. C'est pas son sujet d'ailleurs. Pas du tout. Et Biancarelli, lui, n'a pas eu du tout le même lectorat pour ses livres, bien qu'à mon avis ce soit plutôt meilleur que Ferrari. Mais enfin, ça c'est un point de vue totalement subjectif et personnel. Même quand il écrit soi-disant en corse et qu'il se fait traduire en français par Ferrari. Bon, ça c'est vos histoires de Corse, mais... Et oui, on touche. Hein. On est... Il est prudent, il est prudent. oui, mais on est quand même, est loin de Colomba avec Biancarelli. Pourtant, c'est un sujet qui nous y renvoie. Hein, la thématique est la même. On n'est plus dans le folklore non plus. Mais on est quand même, on reste quand même dans les idées reçues, l'image du Corse que vous avez évoquée. On ne parle pas trop des gens dont vous parlez et on ne parle pas vraiment des Corses en général Parce qu'il me semble et du peuple corse, non, ça en réalité il n'en est pas vraiment question. Parce que enfin, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une réticence, je crois, à parler de ces gens-là. Je crois qu'il y a une réticence à parler du petit peuple corse comme si ce n'était pas la grandeur de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'en parle parce que je viens de ces milieux modestes. Et donc, il m'intéresse. Il m'intéresse alors,
on peut parler de ces milieux-là, même si on n'y a pas vécu, mais je veux dire, j'ai une connivence avec ces milieux. Moi, je suis fille de berger. Mon père était berger, mon grand-père était berger. C'est des choses... voilà, c'est ce petit peuple, c'est le mien. Donc, fatalement, j'ai une affinité, j'ai un amour. Enfin, voilà, ces rituels, l'eau, voilà, pour moi, c'est pas saugrenu, c'est pas quelque chose de... Ça va de soi, c'est quelque chose que... Et je pense qu'il faut en plus le transmettre. Vous voyez, mais ce qui est formidable, j'ai aucune honte à le dire. Je pense ce qui est formidable, c'est que tu ne le transmets pas comme du folklore. Voilà, non. C'est intégré à la narration, oui. Ça n'est pas... Je veux faire quand même un objet de littérature. Je veux quand même faire... Étrangeté, c'est plus... ce que je crois comprendre, c'est plutôt ce conflit que vit l'insulaire. C'est dans ce sens-là que vous voulez intervenir. Qui est l'étranger de l'époque. Moi que je vis au village. D'accord. Qui est l'étranger, oui. L'étranger, c'est le sarde. Le sarde est l'étranger de l'époque. Le sarde arrive en Corse, voilà, c'est celui qui mange les feuilles de lupin. C'est vraiment... les Italiens... I Lucchesi. Les gens de Lucca, vous savez. Les gens de Lucca, mais parce que ça faisait référence aussi à la période de la guerre. Donc les Italiens étaient alliés de l'Allemagne. C'était occupants. Voilà, c'était les occupants. Donc tous ces gens-là, oui, c'est vraiment... c'est l'étranger, pour l'époque, c'est l'étranger de la Corse. Et jusqu'à il y a peu de temps, les Sardes, on disait sardacci, donc très péjoratif. C'est le péjoratif, donc le terme péjoratif. I lucchesacci, donc les Italiens. Lucchesacci, on entend ce péjoratif, c'est les sales italiens. Comme un Allemand dit polac. Le sale italien, voilà. Et là, quand ils arrivent en Afrique, leur place change et du coup leur place en Afrique, ils deviennent, je dirais, de véritables Corses et de véritables Français, qu'ils ne sont pas au cœur de l'île. Et bien voilà, c'est ce que j'avais essayé de développer à Corté, où je disais jamais le Corse n'a été aussi corse que lorsqu'il défendait le drapeau bleu, blanc, rouge au Tonkin. C'est ça, c'est un paradoxe extraordinaire. Il était plus français que tous les autres. Ou fonctionnaire de l'administration coloniale. Mais c'est ce que je veux dire. De mon expérience personnelle, c'était peut-être près de la moitié des fonctionnaires de l'administration coloniale. Un peu scandalisé par la gabegie du secteur privé, par les prévarications. Attention, c'est intéressant. Hein. Il y a des fonctionnaires, des incorruptibles de Corse. Ma mère disait, quand je pense que j'ai épousé le seul Corse qui est incorruptible et que c'est même pas joué aux cartes. Oui, voilà, c'est intéressant, cette identité qui change selon le lieu, selon les territoires, selon si on est sur l'île ou si on est en dehors de l'île. Et c'est vraiment très prégnant pour ces gamins-là qui sont sardes, fils de pêcheurs, qui sont les moins que rien pour les gens, ce qu'on appelait les gens, c'est-à-dire les seigneurs, ceux qui vivaient en centre-ville, dans les beaux immeubles, les beaux appartements, voilà. C'était des moins que rien. Et là, pour le coup, ils accèdent à une identité à la fois corse et française. Il n'y a pas si longtemps, à Bastia, je connais mieux la place Saint-Nicolas que la place du Diamant. Enfin, j'ai vu les deux, mais enfin, plus régulièrement. Notre ami Glouskar, que François Negroni connaissait bien, qui venait souvent, qui adorait venir en Corse, et me disait à Bastia, quand il arrivait à Saint-Nicolas, il m'a fait remarquer qu'il y avait la sociologie de ceux qui suivent ce qu'il appelait l'allée des désirs, la promenade sous les platanes, là, qui longe les cafés, et ceux qui sont sur la place, là. À l'époque, c'était un peu moins maintenant, mais c'était que des gens de la citadelle, c'était un autre monde, c'était le bord. Hein, c'était un autre monde. Il n'y avait pas de... C'était comme deux liquides non miscibles. Voilà, une frontière. Alors qu'il n'y avait pas de barrière. Même place, mais des frontières. Voilà. On les appelait les petits de la citadelle. Hein, voilà. Citadelle qui aujourd'hui est devenue le quartier chic de Bastia. C'est clair. On va peut-être conclure sur le livre. On va pas faire toute l'histoire de la Corse, et y compris outre-mer et ailleurs. Donc, maître, à vous pour la conclusion. La conclusion. En dehors, évidemment, lisez le livre.
Oui, Mais, lisez le livre. Merci. C'est une merveille. Voilà, Dominique. Non, je pense que justement, c'est peut-être le moyen de faire connaissance avec ce petit peuple qui est très peu représenté. Excusez-moi, j'ai dû prendre un strepsil, donc, parce que je remonte très mal à la gorge. Voilà, c'est peut-être une façon de faire connaissance justement avec ce petit peuple qu'on voit peu. Et je voudrais finir par un hommage à l'éditeur quand même. Oui. Parce qu'il a quand même publié, y compris un de vos... Elle a. L'éditrice et l'éditeur, enfin Materia Scripta, on va dire, ont publié aussi d'autres auteurs contemporains corses qui nous parlent de ça quand même. Hein. Oui. On a reçu ici Gilles Gerlini, voilà, qui nous en parle très bien. Et à chaque fois, on est très très loin du folklore, ou de la mondanité parisienne, ou littéraire. Ça donne des très très bons livres, qu'on a plaisir nous-mêmes, libraires parisiens, à vendre et à conseiller aux lecteurs. Et ça, c'est un travail dont j'ai bien peur que Materia Scripta soit un peu seul à l'accomplir. Mais il faut donc l'encourager. Donc l'éditrice et l'éditeur, et les éditeurs, et la maison d'édition qui fait quand même un très très beau travail, y compris la qualité de réalisation des ouvrages. Je valide. Oui, l'éditrice qui est parmi nous d'ailleurs. Oui, je la remercie et c'est vrai qu'elle fait un travail exceptionnel et François aussi. Et j'avais très peur d'ailleurs que l'éditeur, quand j'ai remis mon manuscrit, qu'il m'a appelé, me dit j'ai couvert en tant que journaliste le couronnement de Bokassa. Et là, je me suis dit, aïe, 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 c'est très mauvais pour moi. Donc là, c'est fichu. Jamais il va accepter le manuscrit. Je dis, c'est bien ma veine. Je tombe sur le seul type, un des rares types qui a dû quand même couvrir. Enfin, il ne doit pas y en avoir des tonnes non plus, qui est éditeur en plus. Et, voilà. Et il m'a appelé. Il me dit, enfin quelqu'un qui parle. Et voilà, c'est vécu. Qui parle de Bokassa, qui aimait, c'est pas justement l'anthropophage, enfin la caricature, oui, voilà. On n'avait pas fait. Et là vraiment, j'étais vraiment ravie. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance et je les remercie beaucoup. Et je vous remercie aussi de faire ce travail. Ici, c'est en quelque sorte la librairie consulaire corse à Paris. Donc voilà, venez au Tropique, à la librairie Tropique. C'est un véritable... et pas que les Corses. Non, mais vous faites un véritable travail de libraire, c'est-à-dire vraiment de lecture et de recherche, et pas seulement montrer voilà, le devant de la scène, et aussi des gens qui travaillent. C'est pas tout à fait fortuit hein, que la librairie consulaire corse, pour reprendre s'appelle Tropique, parce que Nietzsche était à Nice, il avait son rythme, hein, pas idiot, l'hiver à Nice, à Turin, etc. Et puis l'été à 3000 mètres d'altitude en Suisse. Là. Et il écrit à Peter Gast, il faudrait qu'on aille en Corse. C'est déjà compliqué d'y aller à l'époque. Hein, lettre à Peter Gast, je crois que je l'avais raconté. Et c'est son correspondant musical. Parce que d'après mes calculs, il est un peu andouille, Nietzsche. Là, hein. On a fait un grand décapeur, mais des fois il est andouille. D'après mes calculs, ah oui, il faudrait qu'on aille à Corté. Parce que d'après mes calculs, c'est là que Napoléon a été conçu. Bon, voilà. Le sperme des Bonaparte lui travaillait l'esprit de cet Allemand. Et n'empêche qu'il dit, une chose admirable, il dit, parce qu'il a dit mon génie est dans mes narines, je sens qu'entre Nice et la Corse commence la sphère africaine. Oh, quel beau mot pour ton de livre, fin. franchement. Quel beau mot de fin. Voilà. Merci Dominique. Merci. On va peut-être conclure là-dessus. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.